Alors, la Mégane électrique a été essayée par de nombreux journalistes en Espagne, à Malaga, il me semble, hein. Comme souvent d'ailleurs, hein, c'est toujours là-bas qu'ils font leurs essais. Une région assez chaude, donc pour la conso, c'est plutôt vendeur du coup, alors qu'on est en hiver en France. Alors, bon, je vous passe l'intro. La Mégane est-elle encore la Mégane telle que nous la connaissons? Pas vraiment, dans le sens où la firme aux losanges ne la range pas dans la catégorie des compacts, ni dans celle des SUV, et un peu dans celle des crossovers. Qu'à cela ne tienne, la e-tech mesure seulement 4,21 m de long, soit 15 cm de moins que la Mégane 4 en réalité. Ces dimensions sont plutôt à mettre en relief avec celle du Capture qui mesure 3 cm de plus. En revanche, l'empattement est généreux avec 2,70 m annoncé, soit 6 cm de plus que celui du Capture. La e-tech repose sur la nouvelle plateforme CMF EV, la même que le Nissan Ariya, mais pas la même. Pas la même que le futur Renault Astral, le remplaçant du Kadjar. Alors le Ariya, il sera beaucoup plus gros que la Mégane, hein, il me semble aussi, hein, donc on verra ça. Si on ne sait pas trop dans quel segment ranger cette Mégane E-Tech, force est toutefois de constater que les codes esthétiques des voitures modernes sont respectés. Grande jante de 20 pouces pour la version d'essai, regard acéré bandeau lumineux à l'arrière, qui rejoint les deux optiques, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler la signature lumineuse d'une Kia Procide ou encore d'une Porsche Panamera. Chute de pavillon fuyant, tout y est. Renault annonce un CX de 0,29, une donnée assez haute mine de rien pour une voiture électrique moderne. Mais nous le verrons plus bas, ça n'a pas l'air de trop influer négativement sur la conso. Ah bah je pense que c'est les jantes hein, aussi. Hein. Les jantes de 20 pouces, c'est n'importe quoi franchement. C'est trop gros quoi. Dans l'habitacle, c'est quasiment de l'inédit partout. Le nouveau volant, aux formes assez tarabiscotées, est agréable à prendre en main. Il regroupe toutes les commandes d'aide à la conduite et celles destinées à commander l'écran d'instrumentation de 12,3 pouces. Le volant intègre, comme certaines sportives, le sélecteur de modes de conduite. Il y en a 4, éco, confort, sport et perso. Première surprise, c'est la qualité de fabrication. Renault semble avoir tiré un trait sur les intérieurs parfois spartiates de ses anciennes voitures. Les matériaux sont de bonne qualité, et on ressent d'ailleurs certaines inspirations allemandes. Toute la partie haute de la planche de bois est composée d'éléments moussés et agréables au toucher. Dans l'ensemble, c'est largement au-dessus d'une Volkswagen ID3 par exemple. Alors les photos de l'intérieur. Ouais, ça présente plutôt bien, j'aime bien. En zoomant un petit peu. En zoomant encore plus. L'écran a l'air assez grand et avec une résolution correcte, je dirais. L'autre surprise justement, ce sont les deux écrans, celui d'instrumentation de 12,3 pouces et simple à l'usage avec l'essentiel des infos sous les yeux, et la possibilité de personnaliser l'affichage. Certains menus nous ont même fait penser à ceux de la Porsche Taycan. Les graphismes sont beaux et les informations clairement visibles, tout comme le large écran tactile de 12 pouces au centre, 9 pouces sur la version d'entrée de gamme équilibre. Il brille par sa réactivité et sa qualité graphique. Nous sommes loin de l'ancien système Airlink, à la mauvaise qualité graphique et à la fluidité somme toute relative. Le système d'infodivertissement Open Air Link a été entièrement repensé, avec une ergonomie plus claire et des commandes physiques en guise de raccourci sur l'écran. En matière de technologie, Renault a mis le paquet, du moins pour une voiture de ce gabarit. On retrouve par exemple un rétroviseur intérieur équipé d'un écran, en option, mais même, mais même avec l'écran, il est possible de basculer sur un miroir classique, qui s'avère drôlement pratique, au vu de la lunette arrière minuscule qui s'apparente plutôt à une meurtrière. La visibilité arrière n'est pas très bonne, mais ce défaut est en partie corrigé par la présence de ce rétroviseur caméra. Ok, cet équipement fait partie d'un pack d'options appelé Augmented Vision and Advanced Driving Assist, qui intègre avec ce rétroviseur intérieur la détection des angles morts également, l'assistant de maintien dans la voie, l'assistant de stationnement automatisé, la caméra 360 degrés, le régulateur adaptatif et l'alerte collision arrière. Il faut compter entre 1300 et 1700 euros, selon la finition pour se l'offrir. Cela amène aux aides de la conduite avec plus de classicisme, même si la Mégane E-Tech peut se targuer d'afficher une conduite autonome de niveau 2. Le régulateur de vitesse adaptatif, qui peut lire les panneaux, est aussi indexé à la navigation et adapte sa vitesse en fonction des virages et des ronds-points. Ça fonctionne plutôt bien, dommage en revanche que le système de maintien dans la voie se trouve invasif. Heureusement, il est possible de désactiver. La e-tech intègre les technologies Google directement dans son système de feu divertissement. Nous retrouvons Google Maps, Google Assistant et le Play Store. Google Maps fait aussi office de référence en matière de navigation connectée et vous guidera avec précision tout en prenant soin de garder un œil sur l'autonomie restante. Il vous indiquera quel pourcentage il vous restera à l'arrivée. Et si l'autonomie n'est pas suffisante, le planificateur de trajet vous guidera jusqu'à une borne. Avec le Play Store, il est possible de télécharger des applications à utiliser directement dans votre voiture, tandis que Google Assistant sera votre assistant vocal pour ne pas quitter la route des yeux. Le système est bien évidemment compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Des mises à jour à distance seront aussi possibles, grâce à la technologie Over the Wire.
Alors le coffre. Alors le coffre, par contre, ils avaient annoncé plus de 400 litres, hein, il me semble. Là, on passe à 389 litres. C'est moins que prévu, hein. Mais bon, vu la taille de la voiture, ça reste plus que le Kona, par exemple. 1245 litres, donc banquette rabattue, soit seulement 13 litres de moins que la Mégane 4. La contenance annoncée intègre la petite trappe sous le plancher du coffre qui permet d'y ranger les câbles de recharge. Sous le capot, pas de petit coffre comme au sein du modèle 3, mais le moteur électrique et tout le câblage qui va avec à l'arrière. Deux adultes pourront s'installer sans trop de problème, même si les assises sont plus fermes qu'à l'avant, et l'espace aux genoux un poil juste pour les plus d'1m80. Ah bah pas de miracle, hein, de toute façon, la voiture est assez courte, donc ils peuvent pas faire beaucoup mieux, je pense. C'est comme le Kona à l'arrière, c'est 3 quoi, hein. La gamme se compose pour l'instant de deux versions, IV40 et IV60, elles affichent des batteries de 40 et 60 kWh et des puissances moteurs de 130 à 220 chevaux. Précisons qu'il est possible d'avoir la plus grosse batterie avec le plus petit moteur, mais pas l'inverse. La première version affiche une autonomie de 300 km de LTP, tandis que la seconde 470. Même si la gamme est tentaculaire, on se perd assez vite au sein du catalogue et surtout au chapitre de la recharge. C'est un véritable casse-tête. La Mégane IV40 en entrée de gamme dispose d'un chargeur embarqué de 7 kW. Un second niveau appelé Boost fait un peu mieux en y ajoutant une charge rapide allant jusqu'à 85 kW. Ouais, donc ils vont vraiment vendre la IV40 sans charge rapide, quoi. Ah là là, il faudrait juste la vendre avec l'option boost, c'est tout, et puis voilà, et virer celle qui n'a pas de charge rapide, quand même, c'est une honte, quoi. J'espère que personne n'achètera celle-là, hein. Rien de transcendant, surtout si vous comptez faire de longs trajets, d'autant plus que la plupart des bandes rapides françaises facturent à la minute et non au kilowattheure. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai quand même, hein, pour le coup. Sur l'IV60, la puissance de recharge peut grimper jusqu'à 135 kW en courant continu et permet de récupérer 300 km en 30 minutes. Renault a intégré une fonction de préchauffage afin de rapidement atteindre la puissance maximale de charge. Ok. Pour avoir du 22 kW en courant alternatif comme les Zoe et Twingo, il faut opter pour le haut de gamme et sa charge appelée Optimum. En d'autres termes, c'est une option. Renault justifie ce choix par les retours d'expérience de la Zoe qui montrent que la plupart des clients réalisent une très grande majorité de charges à domicile. Oui, puis ça fait une option de plus, quoi, hein. Alors, l'essai, Malaga en Espagne, environ 15 degrés la température. Bon, c'est plutôt doux, quoi. Les premiers tours de roue sont agréables avec une douceur d'utilisation appréciable. Propre aux électriques, la version d'essai est équipée d'un moteur de 220 chevaux, 300 Nm, 0 à 100 en 7 secondes 4. Bon, c'est correct. C'est logique avec la puissance, en fait, quoi. Vitesse maximale limitée à 160 km/h et 150 pour la version 130 chevaux. Malgré les jantes de 20 pouces, le confort est au rendez-vous et c'est une bonne surprise malgré l'absence de suspension pilotée. Elles sont suffisamment souples pour un usage polyvalent et suffisamment fermes pour endiguer tout phénomène de roulis et de conduite plus dynamique. Alors, je dirais que la route sur laquelle ils étaient, c'est quand même un billard, hein, aussi, il faut quand même l'avouer. C'est très lisse, hein, quand même, hein. Donc encore une fois, Renault a utilisé tout ce qu'il fallait de bien pour optimiser les essais, quoi, hein, vraiment. La voiture laisse juste apparaître quelques trépidations à basse vitesse en raison des jantes 20 pouces qui impliquent de réduire la course des amortisseurs arrière. La partie châssis est excellente, et les ingé Renault Sport, désormais Alpine, n'y sont pas étrangers, puisqu'ils ont eux aussi participé au développement. En conduite dynamique, c'est assez étonnant, avec une direction très incisive impliquant très peu d'angle de volant. Le centre de gravité très bas, grâce aux batteries, permet d'avoir une voiture scotchée à la route, mais toutefois assez vivante du train arrière au lever de pied. Alors elle pèse 1 tonne 636, 200 kg de moins qu'une ID3, et à peu près pareil, 200 kg de moins aussi qu'un Kona électrique, hein, du coup, 150 ou peut-être, 150 peut-être. En termes de conso, le parcours d'essai d'environ 220 km avec beaucoup de réseaux secondaires et de petites routes sinueuses. Ils ont réussi à faire 17,8 kWh au 100, ce qui est excellent vu du relief. La Mégane bénéficie d'un système de récupération d'énergie paramétré sur 4 niveaux, dommage néanmoins qu'elle n'ait pas emprunté le système e-pédale à la Leaf. Alors ils disent que c'est excellent, mais bon, encore une fois, difficile de le dire, hein. Il faudrait vraiment le dénivelé sur lequel ils ont roulé, quoi. Bon, on voit que ça monte un peu sur la photo, là, mais difficile de dire si ça redescend pas derrière après, quoi, hein. En termes de prix, la E-Tech débute, bon voilà, il y a le tableau au pire, voilà. Sa principale rivale, à savoir la ID3 Pro Performance 58 kWh de 104 chevaux et 418 km d'autonomie, est un peu moins chère et s'affiche à 40 900 €. Mais la Mégane, dans cette version milieu de gamme, est mieux équipée qu'une ID3. Elle se montre également mieux finie et plus agréable à conduire. Le mot de la fin, cette e-tech est une vraie bonne surprise et coche pratiquement toutes les cases de la vraie bonne voiture électrique. Elle marque une nouvelle avancée significative dans le domaine de la voiture électrique, et pas seulement chez Renault. Les seuls freins à l'achat, nous les connaissons, ils sont financiers, d'autant plus que, malgré un prix d'entrée agressif qui passe sous les 30 000 € après le bonus écologique, les tarifs grimpent rapidement, avec la grosse batterie et quelques options.
Renault propose à ses clients diverses solutions pour la recharge et s'affranchir de quelques soucis liés à l'électrique aujourd'hui, comme par exemple l'installation d'une borne à domicile ou encore le prêt de 20 jours par an d'un thermique pour les vacances. Dommage également que Renault réserve les plus hautes puissances de recharge aux modèles haut de gamme. Mais en dehors de ça, la e-tech Mégane est aujourd'hui l'une des meilleures voitures électriques du marché, le contrat est-il rempli? Assurément, et d'une très belle manière. Alors, point positif, agrément de conduite, consommation basse. Alors, conso basse, j'attends de voir d'autres essais quand même, hein, pour me faire une idée. Point négatif, visibilité arrière, pas de système e-pédale, pas de recharge rapide de base. Ça, c'est quand même un comble. Donc là, vous avez toutes les infos, hein, en résumé là-dessus, dans ce petit tableau, bien sympathique. Bon, certains diront qu'elle est peut-être un peu chère, effectivement. Peut-être qu'elle consomme un poil à cause des jantes 20 pouces aussi, du coup. Les jantes 18 pouces, je pense qu'elles sont plus sobres au niveau conso. C'est ça aussi qu'il faut voir. Notamment sur autoroute. Ça va chiffrer, je pense, sur autoroute. À cause de ces jantes gigantesques, hein. Et aussi le prix des pneus qui pique un peu, du coup. Voilà pour cette Mégane E-Tech. Bon, vous avez plein d'essais, Automobile Propre en info aussi. J'ai vu, donc y a de quoi faire, hein, pour se faire un avis des essais via la presse automobile. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette voiture, à lire tout ça, là? Est-ce qu'elle pourrait vous intéresser, du coup, ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'attends votre avis. Moi, j'aime bien. Après, faudrait voir d'autres essais de conso. Je pense que c'est pas si bien que ça, la conso, au final. Le CX, c'est pas très très bon. Donc, bon. À suivre, en tout cas. Voilà ce qu'on pouvait dire, hein, de cet article Inside Divise, de cet essai, sur leur site. Je vous laisse donc commenter. Qu'en avez-vous pensé? Ciao, ciao.